Hommage à Cheikh Anta Diop et à Omotunde Kalala. Cette nouvelle vidéo sur Livre et Histoire d'Afrique est un hommage rendu à Cheikh Anta Diop et à Omotunde Kalala pour leur contribution au réveil des Africains vis-à-vis de leur passé et donc de leur histoire. Je vais commencer mon argumentaire par Cheikh Anta Diop puis terminer par Omotunde Kalala. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour m'encourager. Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 au Sénégal. À l'âge de 23 ans, il quitte le Sénégal pour Paris afin d'étudier la physique et la chimie. Mais il se tourne également vers l'histoire et les sciences sociales. Il suit des cours de certains philosophes tels que Gaston Bachelard. Il adopte un point de vue spécialement noir africain face à la version de certains auteurs de l'époque, selon laquelle les Africains sont des peuples sans passé et donc sans histoire. Auteur d'ouvrages sur l'histoire et l'anthropologie, Cheikh Anta Diop a démontré l'apport de l'Afrique, en particulier de l'Afrique noire, son génie culturel et civilisationnel dans le monde entier. Soulignons qu'il est le premier scientifique à aborder la thèse selon laquelle l'Égypte ancienne appartenait à l'Afrique noire. Ses recherches ont contribué à réintégrer l'Égypte et son héritage historique dans l'histoire générale de l'Afrique. L'idée principale qu'il a défendue dans sa thèse, c'est que la civilisation égyptienne appartenait au monde négro-africain. Cette thèse a été un grand scandale dans les milieux universitaires et scientifiques occidentaux. Le monde occidental avait blanchi l'histoire de la prestigieuse Égypte en voulant l'extraire de l'Afrique. La position de Cheikh Anta Diop sur l'Égypte noire s'explique par sa rigueur scientifique dans ses démonstrations et dans ses explications. L'apparition de son livre Nation, nègre et culture a été l'étendard, une référence déclenchant une révolution culturelle et l'enthousiasme des panafricains et des écrivains de la négritude. Aimé Césaire, l'un des plus grands concepteurs de la négritude, qualifia ce livre du plus audacieux qu'un nègre ait jusqu'ici écrit et qui comptera, en n'en pas douter, dans le réveil de l'Afrique. Jusqu'aux années 1950-1960, les historiens européens et arabes continuaient de traiter l'Égypte ancienne comme une partie des racines de leur propre histoire et non comme une partie de l'Afrique elle-même à cause de son passé glorieux et prestigieux. Il est important de noter que l'attribution des grandes œuvres de la civilisation noire à une mythique migration blanche n'est pas nouvelle. Au 19e siècle, la découverte de la magnifique civilisation du Zimbabwe déclencha une vive réaction des savants du monde entier. Pour ces savants, la cité n'est pas construite par les Africains. Selon eux, le style de construction est trop élaboré. C'est l'œuvre des colons phéniciens ou des Juifs, selon les propos de l'Allemand Karl Mosch en 1871. Quant à l'archéologue anglais Theodore Benn, il concluait vers 1890 que la civilisation du Zimbabwe était l'œuvre des descendants d'envahisseurs blancs venus du nord. Il faudra attendre que des égyptologues comme Jean Leclan, professeur au Collège de France, et Jean Vercouter de l'Université de Lille entament un remarquable travail sur l'Antiquité nubienne et déclarent lors de l'important colloque international du Caire en 1974 que l'Égypte est africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de penser. C'est à ce colloque que les thèses de Cheikh Anta Diop sont du moins acceptées en partie. Heureusement pour lui que ce démenti a été de son vivant. Le professeur Théophile Obenga était à ce colloque. Suivons son commentaire avant de rebondir sur Omotunde Kalala pour clôturer cette capsule. Nous abordons maintenant les problèmes concernant l'égyptologie. Comme nous avons la chance de vous avoir, je voulais vous demander quels étaient les enjeux du colloque du Caire. Ah oui, le problème de l'égyptologie, bon, rapidement, parce que voici le contexte. Pendant qu'on est du 13e, disons, au 18e siècle, on est esclave. On est esclave. On ne peut pas dire à un esclave que tu as créé la civilisation, que tu es un homme et que tu as contribué dans l'histoire de l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On biffe ton histoire. On biffe complètement ton histoire.
Pendant la colonisation, on ne peut pas dire à un colonisé que tu as créé, que tu as fait des royaumes, que tu es beau. On ne peut pas. On crée et ton corps et ton esprit, tu deviens païen, primitif, sauvage, et ta tête est de l'écocéphale, tes cheveux c'est crépus, tout est mauvais. Voilà. Hein? Du coup, à supposer que l'Égypte, non pas à supposer, du coup, si l'Égypte est ta civilisation, d'autorité, on dit que non, ce n'est pas vous. Comment un esclave peut bâtir la civilisation de l'Égypte antique? Comment un colonisé peut bâtir la civilisation plus que tout ce qui existe en Europe? On ne peut pas admettre ça. Et cette civilisation est la civilisation mère qui a donné la philosophie, la religion à l'Occident, aux Israël et la philosophie aux Grecs. On ne peut pas accepter ça. Du coup, on n'a pas accepté. Mais nous sommes devenus indépendants. Alors, des Africains qui ont été formés et cherchent de comprendre d'où ils viennent. Et Cheikh Anta Diop est l'un d'eux. Il a dit, on nous dit qu'on est ceci, qu'on est... Non, c'est faux. Quand on refait l'histoire de l'humanité ou l'histoire du continent africain, on se trouve que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que l'homme est né, qui en a trouvé partout, etc., des fossiles, mieux que l'Égypte antique est d'une civilisation noire, bâtie par des Noirs autrefois. Oh, là, c'était le cri. Donc, Cheikh Anta Diop a été diabolisé, il ne connaît rien, il fait ça pour chercher des raisons d'indépendance, pour donner l'enthousiasme, et ce n'est pas scientifique ce qu'il fait. Et tout l'Occident, toute la science occidentale, ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, aucun ne l'a sauvé. Aucun. Ceux qui parlent là du racisme ou que de la fraternité, là, quoi, ils n'ont rien fait. Ils ont tous condamné Cheikh Anta Diop sans exception. Et nous-mêmes, Africains, on dit, ah, mais comment Cheikh Anta Diop peut avoir raison contre tout l'Occident? Hein, quand même. Donc, c'est un peu l'entêtement, quoi. Bon, on s'est méfié aussi. On s'est méfié aussi. On dit, oh, ces histoires-là, Cheikh s'entête, quoi, tu vois. Puisque quand même, il peut avoir raison contre tout l'Occident. Il y a quand même des savants. Alors, comment lui, il sort de sa brousse là-bas, de Dakar, il va faire quand même des histoires comme ça. Et nous-mêmes, les Africains, on était réticents. Bon, moi, en faisant mes études, je suis tombé sur ces livres. J'ai lu, j'ai vérifié, j'ai dit qu'il avait raison. Et que les autres ont dit oui, mais j'ai dit non, je m'en fous. C'est ça la rébellion. J'ai dit que donc un blanc ne peut pas se tromper. Ils se sont trompés. C'est tout. Et Cheikh avait raison. Il faut appuyer Cheikh Anta Diop. C'est comme ça qu'on a commencé à étudier ces choses. Mais pour revenir au colloque du Caire, Mokhtar Mbow, le professeur Amadou Mokhtar Mbow, est directeur général de l'UNESCO. Et ils ont un projet, l'UNESCO a un projet de faire les volumes de l'histoire, d'écrire l'histoire générale de l'Afrique en 8 volumes. Le deuxième volume porte sur l'Antiquité africaine, l'Afrique ancienne. Et du coup, sur l'Égypte. Et Cheikh Anta Diop était proposé pour écrire. Alors Cheikh Anta Diop a dit, voilà, moi, je vais écrire le chapitre sur l'Égypte. Bon, si j'écris mes histoires, là, vous direz, c'est les idées de Cheikh Anta Diop. On n'est pas d'accord. Bon, donc, faisons un débat. Si nous triomphons, bon, on écrira. Si on ne triomphe pas, on n'écrira pas, on s'est trompé, c'est tout. Donc, un débat a eu lieu. 20 ans après Nation Agriculture, son livre est publié en 1954. Donc, en 1974, 20 ans après, on a fait ce colloque au Caire pour discuter de la race, de l'appartenance culturelle de l'Égypte antique. Il y avait les égyptologues à l'époque les plus qualifiés du monde. Les plus qualifiés. Il y avait Serge Sonneron, qui était directeur de l'Institut d'archéologie de la France en Égypte, un grand égyptologue. Malheureusement, il est mort par accident. Il y a eu le professeur Jean Leclan, qui est quand même de l'Institut et secrétaire perpétuel de l'Académie des belles-lettres, des inscriptions et belles-lettres. C'est un académicien. Il est professeur au Collège de France, professeur à la Sorbonne. C'est top, on ne peut pas mieux faire. Vercouter, Jean, a créé le centre de papyrologie et d'égyptologie de Lille. Bon, ça c'est en France. On en a pris en Italie, Cornatelli, comme observateur. On a pris des égyptologues
qui connaissent la Nubie du Canada, le professeur Cheney. Hein. On a appris à Princeton University aux États-Unis une dame, Madame Cordon-Jacquet, égyptologue, qui a bien étudié le temple de Karnak. Bon, on a appris bien sûr les gars de l'Égypte même, hein, qui dirigent les antiquités égyptiennes, qui dirigent des doyens du Caire, d'Alexandrie, du musée du Caire, etc., les antiquités égyptiennes de façon générale. Je prends Gamal Mokhtar à l'époque, les égyptologues du Soudan, qui s'est intéressé, de l'Allemagne, hein, de la Suède, de Helsinki, de la Finlande et de l'Autriche. Donc c'était divers, de Malte même, c'était divers. L'Afrique noire, enfin, il y a le Soudan, mais il y avait moi du Congo, surtout Cheikh Anta Diop du Sénégal. Moi, j'accompagne Cheikh Anta Diop. Voilà, c'est quand même ce beau monde qui a discuté, des égyptologues, c'est spécialisé. Bon, on discute les problèmes un à un. Bon, la race noire, c'était blanc ou brun ou noir, c'était quoi, les Égyptiens anciens? La conclusion est qu'ils avaient les cheveux, ils avaient la peau noire et les cheveux crépus. Bon, quand tu es, et le nez épaté, simiesque. Bon, quand tu es sur le continent africain, natif du continent africain, tu as la peau noire et les cheveux crépus. Qu'est-ce que tu cherches de plus pour être nègre? Hein? C'est tout. Bon. Hérodote. Non, Hérodote l'a dit, mais Aristote, c'est un savant, Aristote. Aristote a dit que les Égyptiens, il était en Égypte avec Alexandre le Grand, il dit que les Égyptiens étaient, hein, je me excuse de le dire en grec, agan mélanès, c'est-à-dire excessivement noirs. Ils étaient trop noirs même, très noirs, trop noirs. Ça, c'est Aristote. Bon. Et ils ont vu les Égyptiens vivants, pas des momies là. Ils se sont trompés, et qu'ils étaient blancs, ils étaient méditerranéens, ils pouvaient savoir qu'ils sont bruns ou sombres, ils n'ont pas dit ça, ils ont appelé les mots forts en grec pour dire noir. Bon. Les momies existent. Il suffit de prélever leur peau, de faire le dosage de la mélanine. Parce que même les blancs, les noirs, on a tous la mélanine. Mais chez nous, le taux est fort. Chez eux, c'est faible. Bon, on a fait les tests. On a mené les échantillons. On a dit qu'aller voir ça dans le laboratoire de biologie de l'Université du Caire. Hein? Donc, Cheikh Anta Diop a amené ces échantillons-là qu'il avait fait à Dakar. Donc, le taux de mélanine est très élevé, c'est des noirs. Mieux, dans la littérature, on a pris des échantillons aussi de momies qu'on a donnés à l'hôpital de Manchester, qu'on a donné aussi à l'hôpital de Liverpool, les Anglais, pour faire les mêmes tests de dosage de mélanine. Et la conclusion, la conclusion des deux, indépendamment, hein, qu'ils n'étaient pas dark, c'est-à-dire sombre, ou brun, ils étaient black, c'est-à-dire c'était des noirs. Ah, c'était des noirs. Black, c'est noir, c'est même pas dark, c'est noir. Bon, voilà pour la race. Bon, on va discuter, on peut discuter à l'infini, mais voici les conclusions. Qu'on donne d'autres faits contredisant, qu'on a un texte grec qui dit qu'ils étaient blancs, qu'ils avaient les cheveux lisses, un autre texte grec qui dit qu'ils étaient excessivement blancs, et puis qu'un dosage de mélanine dans les nouveaux laboratoires qui disent qu'ils étaient blancs, ils n'ont qu'à faire les tests. Donc, finalement... Donc, ils disent sur Ramsès II. Mais Ramsès II, quand on veut le soigner en France, là-bas, il est irradié. Ça change un peu, c'est des histoires. Moi, j'ai un document du dépouillement de la momie pour la première fois, du débandage de Ramsès II. C'est Maspero qui l'avait fait. Ça a duré 5 minutes l'opération. J'ai le rapport. Le rapport là coûte $3000 à l'époque. Ah, c'est cher. 15 pages. Non, 5 minutes. C'est une page et demie. Voyez-vous? Et il ne dit pas que c'était des blancs. Donc finalement, on a... Bon, ensuite, ça c'est la race. La culture. Mais les Égyptologues comme le clan, comme Vercouter, lisaient le rapport, ils avaient le tempérament, la manière de penser. La culture, la pensée, c'était de l'univers culturel africain. C'est ça les conclusions du Caire. Bon, maintenant, la langue.
hein, parce qu'ils peuvent être africains, noirs, mais pas de votre langue. La langue, ils ont dit que non, c'est une langue une langue qui appartient au groupe des langues sémitiques, c'est-à-dire l'hébreu, l'acadien, le babylonien, etc., etc. Bon. Donc, ils ont créé un groupe, soi-disant afro-asiatique ou kamito-sémitique, pour exclure l'Égyptien ancien de l'Afrique et le mettre dans les langues, disons, sémitiques. Mais il n'y a aucune preuve. C'est tout à fait un travail hasardeux. Depuis 1844 qu'on fait ce travail, jusqu'à l'an 2012 où nous parlons, aucun savant n'a fait. Aucun. Donc, ils parlent sans preuve. Voilà pourquoi dans le livre que vous avez cité, je les ai un peu attaqués sans preuve, parce que, etc. Mais par contre, moi, si je prends, si j'ai le temps, je peux faire la démonstration entre l'Égyptien ancien et le Chiluba sont apparentés, clairement, facilement. Je prends le Pendé et l'Égyptien sont apparentés, clairement. Je prends le Tchokwe, je fais, clairement. Je prends la langue de n'importe quelle langue, le Mbandi, je fais, clairement. Je prends le Sakata, je fais, clairement, n'importe quelle langue. J'ai fait pour la langue du Baré-Ghazal au Soudan. J'ai fait pour le Baoulé en Côte d'Ivoire. J'ai fait avec le Yoruba au Nigeria. J'ai fait avec le Dagara au Burkina Faso. Et j'ai fait avec le Dogon au Mali. Et j'ai fait bien sûr avec ma langue maternelle, le Mboshi au Congo, qui est une langue bantoue. Donc c'est valable pour les autres langues bantoues aussi. Voyez-vous? Donc voilà la démonstration. La démonstration linguistique est probante. Est probante. Donc au total, l'Égypte est une civilisation négro-africaine ancienne, une civilisation bâtie par les Noirs. Ils sont là. Bon, maintenant, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut donc étudier pour que toute cette science que les Égyptiens avaient, qui ont pensé l'immortalité de l'âme, qui ont pensé le divin, la transcendance, qui ont éduqué Moïse, c'est dans les actes des apôtres. On dit que Moïse fut instruit dans la science, dans la sagesse de l'Égypte antique. C'est dit dans la Bible. Vous avez les références? Oui. Prenez Actes des Apôtres, chapitre 7, verset, je vous donne large, 20 à 23. Lisez et dites-moi. Ok. Hein? Le 21 dit ceci, « Ainsi Moïse fut instruit dans la sagesse de l'Égypte. » Tel quel. Ça, je cite. Et je peux vous le citer en grec. Ok. Voilà. Et le mot de sagesse est Sophia. Et la traduction latine, Sapientia. Et les traductions françaises sont doubles. Sagesse, parfois ils disent science, ça dépend. Louis II ou la ville de Jérusalem. Ok. Voilà. Bon, merci professeur. Vraiment, cet entretien est très enrichissant. On aurait pu continuer, puisque sur Moïse, vous aviez parlé d'un autre, à part les Actes des Apôtres, vous avez parlé aussi... c'était dans Deutéronome ou c'était dans... Dans l'Exode. Dans l'Exode. Vous avez aussi le mais Moïse était marié à une femme de couche. On ne donne pas le nom de la femme, on dit qu'elle était même de couche. Voilà pourquoi sa sœur Myriam et son frère Aaron étaient contre lui, contre Moïse. C'est Exode, quel passage vous savez? Là, je me rappelle plus, mais c'est dans Exode. Exode, ok. Et voilà pourquoi même ils ont eu une espèce de gale, les a maudits, là, c'est ça. Omotunde Kalala était un célèbre chercheur et écrivain guadeloupéen, spécialiste des sciences et thématiques africaines. Il a été un acteur important de la valorisation de la pensée africaine. Il a consacré sa vie à la recherche sur les civilisations africaines, tout comme l'a fait Cheikh Anta Diop. Cet engagement trouve sa source dans la conviction profonde qu'il animait que les apports des cultures et des valeurs africaines à l'histoire mondiale sont conséquents. Ce courant de pensée afrocentrisme est à l'origine de la diffusion du mouvement de la Renaissance africaine qu'il a véhiculé durant toute sa vie. S'il y a un point essentiel à ne pas oublier dans son travail sans relâche pour l'autonomisation africaine à travers l'enseignement de l'histoire, l'origine et les ancêtres de l'Afrique, c'est bien l'influence de Cheikh Anta Diop sur ses prises de position.
De retour dans ce jeudi anthropologie avec Nusere Kalala Omotunde. Avant la coupure pub, justement, on développait sur Cheikh Anta Diop qui était taxé d'imposture par certains égyptologues. Et visiblement, Cheikh Anta Diop qui avait sorti des thèses qui étaient adossées à des résultats scientifiques. Ces travaux ont été limite passés sous silence. Parce que justement, certainement, ils étaient vraiment justes. C'est-à-dire qu'il y avait le problème de... Il y a toujours ça, c'est-à-dire le problème de l'idéologie coloniale. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer le problème pour que vous compreniez. Tous les peuples ont développé le savoir dans leur berceau. Tout le monde. C'est-à-dire, vous cherchez ce que les Chinois ont fait, il faut aller en Chine. Si vous voulez savoir ce que les Indiens ont fait, il faut aller en Inde. Maintenant, les Occidentaux, pour savoir ce qu'ils ont fait, techniquement, il faut aller au lac Baïkal. Le lac Baïkal, c'est la Mongolie. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. C'est le point de départ. C'est-à-dire, c'est le lieu où le groupe qui est parti en Amérique est devenu l'Amérindien. Et le groupe qui a fait demi-tour devant la glaciation, eh ben, ça a donné les Indo-Européens d'aujourd'hui. Mais le problème de fond, c'est que c'est le seul peuple qui n'a pas de berceau. Vous voyez ce que ça veut dire par là? C'est un peuple qui n'a pas de berceau en tant que berceau de savoir, de connaissances et d'élaboration je dirais, de références scientifiques. Quand ils arrivent en Grèce, il y a un phénomène qui est très important que j'ai voulu souligner tout à l'heure. C'est qu'il y avait des Noirs qui vivaient là. Ce sont ces Noirs-là qui ont fait les menhirs, qui ont fait les dolmens, qui ont fait tout ça. Mais ce sont ces Noirs-là aussi qui ont fait le latin, parce que le latin est une langue bantoue. Et il faut savoir que beaucoup de linguistes européens, qui lorsqu'ils sont dans leur langue maternelle, comprennent les langages, notamment des Dogons et notamment le Kikongo et compagnie, dans leur langue maternelle. Je pense à ce professeur linguiste basque qui a avoué qu'en écoutant parler dans un documentaire les Dogons, s'est dit mais je comprends parfaitement ce qu'ils disent. Et on s'est rendu compte, vous voyez, et aujourd'hui qu'il y a des tests ADN, parce que ce qui change avec, je dirais, il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui il y a eu des tests ADN. Et dans les tests ADN, on voit bien que, et les chercheurs le disent très bien, que la première occupation, l'occupation de cette période-là, du néolithique, moins 8000 et compagnie, elle est totalement africaine. Vous avez vu que quand on a reconstitué le premier anglais, c'est un noir. Vous voyez l'affaire? Ils n'ont pas osé faire les cheveux crépus. Mais ils l'ont admis quand même. Ils l'ont quand même admis. Mais est-ce que vous avez vu les débats? Mais le problème, c'est que c'est valable pour toute l'Europe. Vous allez, même en Russie, vous cherchez le premier russe, c'est un noir. Hein, parce que les reconstitutions étaient faites. Vous voyez? Donc c'est là il y a un problème à ce niveau-là, qui est une espèce de volonté de puissance. Vous savez que Nietzsche parlait de la volonté de puissance de celui qui est faible. Ah ben c'est exactement le problème de l'Européen. Dans ce domaine-là, au lieu de prendre le discours de l'histoire des sciences globales et de montrer, comme on le dit à l'UNESCO, comment tous les peuples ont collaboré à l'éclosion de cette modernité que nous avons aujourd'hui, il veut absolument ramener ça uniquement à une œuvre qui serait celle des populations nordiques. Donc ça l'oblige à mentir et à falsifier. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le maire d'Angers m'a invité dans un débat historiographique avec des historiens. Et j'arrive, je leur dis, vous savez le problème de fond dans lequel on est aujourd'hui, c'est que sur le problème de votre sincérité, vous avez des matériaux que vous utilisez, mais qui ne sont pas les vrais matériaux. Je vous prends un exemple. Prenons le testament de Jean-François Champollion. Là, c'est le scoop des scoops. Vous prenez le testament de Jean-François Champollion. Jean-François Champollion a bien vu que les Égyptiens étaient des Noirs. Il s'est bien rendu compte que tous les pharaons venaient du sud, du Soudan. Et il a écrit. Et il y a un moment, il dit... J'étais sous la tente et j'ai vu rentrer Ramsès II. D'accord? Comment ça se fait que ces passages où il atteste de l'origine africaine, formellement, parce qu'il dit avoir vu les pharaons encore vivants dans leurs descendants au Soudan, ont été enlevés de la version française. Mais quand vous allez prendre la version qu'il y a dans la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, vous retrouvez toutes les pages que les Français ont enlevé chaque fois que Jean-François Champollion attestait de l'origine africaine des Égyptiens anciens. Bon. Mais la chose, c'est que quand vous voyez les faciès de l'époque tinnite,
Franchement, vous voyez des facettes bantoues. Et je vais vous dire une chose. Un jour, j'étais à l'université de Toulouse quand un historien juif m'a dit « Monsieur Omotunde, comment peut-on affirmer que les Égyptiens anciens étaient des Africains et qu'ils étaient noirs ?» Je lui ai dit « Je vous écoute ». Et ce monsieur a dit « Ils avaient des pommettes hautes ». Vous savez, quand vous faites du dessin, il faut dessiner le visage des gens. Donc les traits, c'est pour ça que Dominique Vivant-Denon, quand il dessine les statues de pharaons, tout ça, il dit ça, ce sont des Africains, ce sont des nègres. Parce que les faciès sont marqués. Quand vous êtes dans la finesse du trait, vous savez ce qu'il faut faire pour faire un sémite, ce qu'il faut faire pour faire un Européen, ce qu'il faut faire pour faire un Africain. Et au niveau de cette finesse de trait, on voit bien que là, on a affaire à un Africain. Mais je voudrais vous montrer un document, le document numéro 3, où il y a eu un documentaire qui est très ancien, qui parlait justement de la couleur de peau de Toutankhamon. C'est important de prendre le temps de voir ce que disait ce monsieur à l'époque déjà. On part pour le Et il fait parler Cheikh Anta Diop d'ailleurs dans son documentaire. Il y a 5000 ans, ce pays était déjà le berceau d'une civilisation inégalée à bien des points de vue dans l'ancien monde. Ici commence l'histoire, avec l'Égypte des pharaons dans cette région d'Afrique qui était un don du fleuve Nil. Dans ces dédales gigantesques et cependant harmonieusement proportionnés, il devient facile d'imaginer que l'on est entré dans un monde construit par les dieux. L'Égypte des pharaons fut la plus grande, la plus ancienne, la plus inventive de toutes les grandes civilisations de l'Antiquité, et elle a prospéré pendant 3 millénaires. C'est un modèle, un exemple pour les autres peuples, proches ou lointains. Mais où sont ses racines, ses origines, son point de départ ? Ici se sont succédés, dynastie après dynastie, les rois ayant porté à la fois la couronne de la Haute-Égypte et celle du Delta. Ces rois, qu'avaient-ils de commun avec l'Afrique? Une si grandiose architecture ne pouvait sûrement rien devoir à une Afrique qui, disait-on, n'avait créé ni industrie, ni art, ni science. Comment cette grande hiérarchie de dieux et d'esprits pourrait-elle avoir un quelconque rapport avec les marmonnements superstitieux des peuples noirs de l'Afrique centrale? Émerveillé par les trésors du musée du Caire, on est enclin à penser à l'Égypte des pharaons comme à une civilisation en soi, ne devant rien ou presque rien aux influences extérieures de quelque origine que ce soit, comme à une civilisation entièrement originale. En écoutant le guide, la plupart des visiteurs doivent penser que cette statue, celle du jeune roi Toutankhamon, peut bien être devenue noire au cours des siècles, mais qu'en aucun cas, elle ne pourrait avoir été à l'origine la statue d'un noir. Cette idée se développe de plus en plus à présent, notamment chez les historiens et archéologues africains. L'un des spécialistes les plus reconnus est le professeur Cheikh Anta Diop du Sénégal. Contemporain des Égyptiens et même des philosophes du 19e siècle, voici dans le tombeau de Ramsès III, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici, en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent représentés de la même façon que les Égyptiens.
Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. L'île éléphantine, sur le Nil, délimitait la frontière entre l'Égypte et la Nubie. C'était un lieu saint autrefois. Alors encore une fois, une démonstration Voilà, par A plus B. démonstration. L'Égyptien vu par lui-même. Voilà, vu par lui-même. Alors je voudrais revenir vraiment sur un point précis. Vous savez que nous devons à quelqu'un que je trouve quand même extraordinaire, c'est René Louis Étilé Parfait, qui est docteur en égyptologie. Et je dirais c'est lui qui m'a vraiment permis d'asseoir non seulement l'image, mais l'ossature de l'Institut Africamat que nous avions monté à Paris. Vous savez que lorsque Diop a commencé à parler des Égyptiens anciens, par réflexe, on a commencé à accumuler de la documentation, mais on n'y lisait pas les hiéroglyphes. Lorsque René Louis s'est consacré véritablement, sérieusement, à la compréhension du mode de lecture et de déchiffrage, donc de ces médunetières que les anciens appelaient les paroles de Dieu, voilà que nous découvrons que les images que nous avions dans ces ouvrages et les commentaires qui étaient faits de ces ouvrages étaient des commentaires complètement faux. Parce que maintenant qu'on lisait les hiéroglyphes, on se rendait compte qu'en fait, celui qui faisait les livres mentait et nous racontait des escroqueries intellectuelles sur le texte qui était figuré sur le bas-relief et sur ce que disaient les Égyptiens anciens de lui-même. Et lorsque j'avais soulevé un débat avec un égyptologue et qu'il a commencé par sortir des tableaux, donc qui sont des fresques murales, on s'est rendu compte qu'ils avaient tout simplement à la palette graphique recomposé les éléments du tableau. D'accord. Mais comme nous avions acheté des documents de fouilles, on avait le classement naturel, le vrai classement, celui qui avait été dessiné par les Égyptiens anciens sur leur tombeau. Donc ça a été un choc pour nous, c'est-à-dire René, Louis et moi, de découvrir que tous ces ouvrages que nous avions depuis tant de temps, le fait d'accéder maintenant à la compréhension des Égyptiens anciens, on s'est rendu compte que les gens nous avaient menti depuis le début. C'est là que se trouve vraiment l'imposture. C'est-à-dire qu'on abuse de vous parce que vous ne savez... Rappelez-vous le documentaire, on vous dit qu'on est dans le tombeau d'Amenhotep alors qu'on est dans le tombeau du roi Ounas. Oui, oui. Si vous ne savez pas lire l'Égyptien ancien, vous tombez dans le panneau. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire l'escroquerie, elle est à tous les niveaux. Vous avez affaire à des gens qui sont mais véritablement de mauvaise foi et qui viennent en retour vous traitez d'imposteurs alors que les imposteurs c'est eux-mêmes. Et qu'il n'y a pas le désir de dire un minimum de vérité sur cette question-là. Alors j'ai amené justement M. Pomori, qui a fait une intervention sur la problématique du traitement de l'historiographie de Cheikh Anta Diop. Ce serait bien qu'on prenne le temps de regarder même 2 minutes de son intervention, parce que c'est quand même intéressant. Je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois, mais il y a encore plus grave. Il y a encore plus grave, le temps passe vite, oh là là, c'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs, jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2700-2570, c'est le roi de la 3e dynastie, donc voilà. On voit ici de profil, donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous remarquez que son nez est complètement éclaté. Voilà, donc ça c'est son gouverneur, c'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara, moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça c'est le dernier souverain de la 3e dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne, donc typique justement du sud de l'Égypte. Donc voilà, vous remarquez qu'il a également le nez cassé. Hein. Voilà, ça enfin c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on vous présente pas cette version-là à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe.
Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également cassé le nez. Par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai mis la source de Wikipédia, parce que Wikipédia, malgré qu'ils utilisent un langage, comme vous pouvez le voir, extrêmement évolué, hein, l'analyse génétique montre que Ramsès III et l'homme E, probablement père et fils, et qu'ils appartiennent tous deux à l'aplogroupe du chromosome YE1B1A13, et que l'on trouve principalement en Afrique subsaharienne. Voilà. Vous avez bien mélangé le tout, mais bon, il est d'Afrique noire, hein, mais il ne faut pas le dire comme ça. Donc voilà, donc là on est quand même en 1186 hein, avant Jésus-Christ. Donc là c'est les Égyptiens tels qu'ils se représentent, c'est également dans la tombe de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois. Donc 1200 avant Jésus-Christ montre que les Égyptiens, voilà ça c'est l'Égyptien, ça veut dire Égyptien et qui se représente comme ça ici, hop, voilà, l'Égyptien vu par lui-même, donc voilà, ça c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu. Donc voilà. Et certains scientifiques, déjà un peu plus tôt, et c'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui, il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon, ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne, et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, hein, que vous pouvez trouver sur Internet, là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique, tout à fait original. Donc ça, bon, j'ai pas le temps, c'est une icône byzantine du XIe siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir, qui est très caractéristique, et dans le camp... J'aime bien effectivement les petites boutades qu'il se permet pour montrer un petit peu l'absurdité des révélations qui ont été faites. Non, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que nous, on a monté un institut, qui est l'Institut d'Histoire à Nijar, de manière à permettre aux gens d'avoir la documentation. Et que je pense que les jeunes, surtout, doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas rester passifs devant de telles attaques, devant un tel comportement éhonté qui a pour vocation véritablement de nuire à la vérité et de créer des antagonismes entre les peuples humains. Et qu'il faut arriver à tourner la page de cette raciologie. Et qu'aujourd'hui, les matériaux historiographiques que nous disposons ne valident pas les thèses racistes. Il faut bien le comprendre. Et que la chose qui est extraordinaire, c'est qu'on ne remet pas en question l'intelligence occidentale. Mais on dit simplement que quand on raconte l'histoire de telle ou telle science, l'histoire de tel ou tel objet, il ne faut pas oublier de mentionner l'Afrique. Je prends par exemple, j'étais en discussion avec un monsieur en Afrique du Sud, je lui disais, est-ce que vous savez que la cornemuse est une invention de l'Afrique ? On a trouvé des cornemuses en Égypte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là ? Le pigeon voyageur, c'est une invention de l'Égypte noire pharaonique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup le bowling, toutes ces choses-là qui existent, là, le couteau, la fourchette, des choses même comme le scalpel, ça. Ou la chirurgie. Ce sont des choses qui viennent de l'Égypte noire pharaonique, dont l'Afrique noire pharaonique. Il faut savoir que aucun noir n'a jamais appelé son pays Égypte. C'est un mot grec. Les gens appelaient leur pays Kemet ou Kemiou. Et Kemiou, comme disait René Louis Étilé, la seule façon de traduire ce terme, c'est le pays de ceux qui sont noirs. Vous voyez ? La terre noire, certainement traduit par la terre noire. Il n'y a pas de terre noire, parce que le newt, qui est le déterminatif, quand vous faites newty, ça veut dire les citadins, ça ne veut pas dire les terriens. D'accord. Mais comme c'est une science qui a été bâtie à l'époque de la raciologie idéologique des Lumières, on tente de donner à tous les termes litigieux une connotation occidentale qui arrangerait leur thèse. Mais un jour viendra où tout ça sera tout simplement mis à mal par je dirais une jeunesse aussi d'égyptologues occidentales qui va à un moment décider de régler définitivement cette question. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose qui a été réglé. Nous sommes revenus là-dessus parce qu'il y a eu ce débat à la télévision, ce reportage, mais on a déjà beaucoup avancé
puisque le problème ne se situe plus là aujourd'hui, mais tout simplement de bâtir nos humanités classiques africaines. C'est là où se trouve cette réalité, c'est ce que nous faisons à l'Institut d'Histoire à Nijar. Voilà. Merci beaucoup, Nusere Kalala Omotunde. J'espère qu'on vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission, effectivement, sur cette anthropologie. Et je tiens quand même à rappeler que bientôt on aura l'occasion d'avoir ces spécialistes des mathématiques africaines, parce que le colloque que nous allons organiser aura lieu le 31 octobre jusqu'au 3 novembre, et je ferai venir vraiment des spécialistes sur le plateau, de manière à faire en sorte qu'ils puissent vous expliquer comment cette culture noire, elle est fondamentalement scientifique. Je pense on attend avec impatience qu'il soit là parmi nous. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine. La tranche info, c'est fini pour ce soir. Fidèle à ses origines africaines, il abandonne son nom français, Jean-Philippe, et le remplace par Nusere Kalala Omotunde. Ce changement de nom est une façon d'affirmer et de renouer ses liens avec ses origines africaines aux racines égyptiennes ou kémites. Convaincu que c'est à travers la connaissance, la valorisation de la civilisation et des valeurs africaines, sans se passer de l'unité, que les peuples noirs trouveront leur authenticité et leur fierté dans le monde, Omotunde Kalala ne s'est jamais lassé d'insister sur l'impératif de l'unité africaine. Cette vision est clairement perceptible dans ses interviews sur les médias ou lors de ses passages dans les conférences sur les questions concernant les enjeux du développement de l'Afrique et dans ses ouvrages qui sont plus d'une dizaine. En voici quelques titres pour l'occasion en guise d'illustration. L'origine négro-africaine du savoir grec, la traite négrière européenne, vérité et mensonge, les racines africaines de la civilisation européenne, discours afrocentriste sur l'aliénation culturelle et j'en passe. Le partage de la connaissance a été sa mission principale. Pour lui, c'est une façon légitime pour initier une dynamique, celle de rentrer dans l'ère du vaisseau que nous amorçons pour comprendre les changements géopolitiques et géostratégiques qui s'opèrent dans le monde actuel. Dans ses propos, il affirme que la découverte de la précession des équinoxes est la plus grande découverte de nos ancêtres et non la construction des pyramides. L'une de ses plus grandes ambitions pour l'Afrique était sa demande aux dirigeants africains à se tourner vers l'énergie géothermique dans le but d'amener l'Afrique à l'indépendance énergétique. Cela s'est fait dans le cadre de la conférence sur la pensée africaine organisée au Cameroun à Yaoundé du 25 au 28 octobre 2022. C'est à cette conférence et sur la terre de ses ancêtres qu'il a raccroché le micro pour la toute dernière fois. Comme son influenceur, Cheikh Anta Diop, les circonstances de sa mort restent moins élucidées et s'apparentent tout de même à un empoisonnement. Nous avons perdu deux personnages emblématiques au sujet de l'éveil et du réveil des peuples noirs du monde au moment où on s'y attendait le moins. Ils laissent derrière eux des travaux de recherche et des ouvrages qui restent des souvenirs vivaces qu'il faut promouvoir et valoriser afin que le plus grand nombre puisse découvrir leur importance pour la compréhension de l'histoire.